Alors j'espère que vous aurez du temps pour les questions. Le sujet est d'importance. On va parler des relations subsistantes dans la Trinité Sainte. C'est pour ça que vous êtes tous là. Non, c'est pas vrai. On va parler de la vocation de carmélite, qui vous intéresse plus particulièrement. Bon, le sujet est drôle, le sujet est sympathique, le sujet parfois est douloureux. En tout cas, le sujet est d'envergure, il nous fascine tous. Alors, comment je vais procéder ? Je pense que je vais faire plusieurs distinctions avec vous. Je vais faire plusieurs distinctions. Je vais poser plusieurs distinctions. Quand on parle d'amour, finalement, on parle de tellement de réalités. Vous allez voir, je vais essayer de faire plusieurs distinctions. Je n'ai pas compté, donc je ne peux pas vous dire combien il y en aura. Mais il y en aura. Je pense que le thème de la conférence, suis-je amoureux, est-ce de l'amour, pose tout de suite une première distinction que vous connaissez si vous avez rencontré l'abbé Grosjean, par exemple, qui fait des conférences un peu partout en France, et qui est un prêtre, ne riez pas vous là-bas, qui est un prêtre versaillais, je crois, oui c'est ça, qui est passé à la télévision notamment pour la Manif pour tous, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Aimer en vérité. Ce livre vient d'une conférence qu'il avait donnée sur le flirt à des jeunes de Paris. Pour trouver cette conférence, non seulement donc dans son livre Aimer en vérité, et puis aussi cette conférence, elle est sur Internet, sur YouTube. Vous tapez Aimer en vérité ou Grosjean, puis finalement vous allez finir par trouver entre 3 passages à la télévision et quelques vidéos de lui, il y a cette conférence. Alors lui, il fait cette distinction que fait le titre de la conférence entre aimer sincèrement et aimer en vérité. C'est-à-dire que je peux aimer sincèrement ma fourmi ou mon poisson rouge. Et je peux avoir des sentiments amoureux très forts, vouloir l'embrasser, le prendre dans mes bras, lui parler toute la journée. Je l'aime sincèrement, mais je suis sincèrement imbécile. C'est un amour imbécile. Il est imbécile d'abord parce qu'il ne produira absolument rien, aucun fruit. Ensuite parce qu'il m'esclavagise, il me rend semblable souvent aux poissons ou aux petits caniches que j'aime. Et puis parfois il peut même blesser. C'est un amour sincère, mais un amour qui peut blesser. Demandez à Nabila, qui aimait très sincèrement son petit copain. Donc ça, des amours sincères, il y en a beaucoup. Et au fond, être amoureux peut être de cet amour sincère. C'est-à-dire que je suis limpide avec mes sentiments pour toi, même si finalement il n'y a aucun projet qui pourrait nous réunir. Je suis suffisamment bête ou imbécile pour penser qu'il pourrait y en avoir un. Voilà. Ensuite, cet amour sincère, il peut procéder que d'une seule personne qui aime sincèrement et de manière bête et aliénante pour lui. Ça peut concerner les deux personnes. Les deux personnes peuvent s'aimer sincèrement et sans s'apercevoir qu'elles vont dans une impasse ou sans s'apercevoir qu'elles se font du mal. Bon, il y a l'exemple de Nabila. Oui. Donc la sincérité ici ne suffit pas à l'amour, c'est la pointe de cette distinction. Donc quand il s'agit d'aimer en vérité. Non pas simplement d'aimer sincèrement, mais que mon amour soit vrai. C'est-à-dire que les gestes que je pose sont non seulement sincères, c'est-à-dire que, évidemment, si je t'embrasse, c'est que j'ai des sentiments sincères pour toi, mais si je t'embrasse, c'est que ce baiser a une signification. Et que cette signification, elle est vraie pour nous deux, mais elle est vraie aussi pour tout le monde. Par exemple, si papa embrasse Violaine, qui est sa collègue de bureau, mais qui n'est pas sa femme, pour tout le monde, ça signifie qu'il trompe votre maman. Et pour tout le monde, ça signifie ça. Lui, il peut dire, non, sincèrement, j'aime aussi ta maman, pareil. Vous voyez ? Mais ça peut vous blesser, c'est-à-dire que ça peut choquer votre entourage. Donc vous pouvez vous aimer sincèrement, mais ne pas vous aimer en vérité. Et ici, le critère, c'est l'objectivité des gestes.
et de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Donc l'idée de cette distinction que pose l'abbé Grosjean avec force, c'est de dire faites attention à la vérité de vos gestes. Donc pour trois raisons. D'abord parce que les gestes ont en eux-mêmes une qualité morale, hein, ils sont bons ou mauvais, et quelle que soit l'intention, quand je tue quelqu'un, eh bien je lui donne la mort, quelle que soit mon intention, c'était pour le soulager de ses souffrances ou pour être gentil avec lui, quoi qu'il en soit, je lui donne la mort, point à la ligne, quelle que soit l'intention qu'il y a derrière, hein, quelle que soit la sincérité de mon geste, je lui donne la mort. Eh bien, de la même manière, quand j'embrasse quelqu'un, par exemple, je lui dis « je t'aime » et je voudrais m'unir à toi. Hein, normalement, c'est un geste qui en appelle d'autres, hein, à moins évidemment de réfréner son corps, mais c'est un geste qui veut dire quelque chose. Donc simplement pour la vérité du geste et pour ce que c'est qu'un geste, et en particulier un geste amoureux qui va nous accompagner toute notre vie. Hein, pas simplement à l'adolescence, mais aussi quand on sera en maison de retraite. Il paraît qu'il y a des histoires d'amour aussi en maison de retraite. Moi, j'ai jamais marié des grands-parents, mais ça existe. Hein, on peut marier des personnes de 75 ans, 80 ans. Donc il y a la vérité des gestes amoureux. Je parle du baiser, évidemment, on pourrait parler de l'acte sexuel lui-même. Vous voyez, il y a une vérité pour ça. La deuxième raison pour laquelle c'est important, cette vérité des gestes, c'est que nous ne savons pas quels sont les sentiments de l'autre. Vous voyez, on pourrait dire, d'ailleurs c'est ce que je pense font les gens, hein, ou les jeunes, ou ceux qui vivent cela, hein, ils se disent, mais on sait très bien tous les deux qu'on ne s'engage pas dans cette aventure. Donc le geste que nous posons n'est que la rencontre de deux muqueuses. Voilà, la glace est agréable, le steak haché est agréable, le magret de canard est agréable, et tes lèvres sont agréables. Voilà. Et en effet, tes bras le sont aussi. Surtout quand tu t'es lavé. Hein. Voilà. Ici, on pourrait dire, finalement, le geste amoureux est devenu un objet de consommation, comme l'iPhone, comme Walt Disney, comme le Puy du Fou, comme un loisir que l'on fait ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on va au cinéma parce qu'on s'ennuie, et puis on s'embrasse aussi parce que c'est amusant. Bon. Le problème de cela, c'est évidemment, c'est qu'on ne sait pas combien ce geste peut nous marquer, ou pourrait nous marquer, ou pourrait marquer l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on joue un peu avec les sentiments de l'autre, on fait des gestes forts, et on peut s'abîmer ou on peut abîmer l'autre. Voilà. C'est pour ça que cette distinction est faite entre aimer sincèrement et aimer en vérité. Bon. J'insiste pas, mais vous voyez que là, chacun a sa conscience, et chacun doit regarder avec honnêteté, puis avec exigence avec soi-même, ce que sont la vérité de nos gestes. Ce sont des gestes beaux, ce sont des gestes importants. Vous voyez, c'est peut-être pas la peine de les brader parce que vos parents vous ont arrêté de dire que c'était interdit. C'est pas parce que eux sont lâches, parce qu'ils ont peur de vous déplaire, que vous avez le droit d'être lâche avec vous-même. Vous dire non, ça se fait pas en effet, c'est vrai. Soyons honnêtes, puis ne le faisons plus, ou en tout cas faisons-le dans d'autres distinctions. Donc vous voyez, aimer sincèrement, aimer en vérité. La deuxième aussi ici, c'est tomber amoureux. La deuxième distinction qu'on sent dans le titre, hein, c'est la distinction entre tomber amoureux et amour. Cette distinction, vous l'avez entendu 500 fois, hein, mais on le redit à chaque fois, et quand vous vous préparerez au mariage, que vous passerez devant moi, la première question, on se dit mais pourquoi voulez-vous marier? Et vous répondrez parce qu'on s'aime. Hein, mais parce que vous êtes allé au topo, alors je dirais oui, mais ça suffit pas, je m'en fous, vous pouvez partir. Il y a plein de gens qui s'aiment et qui ne se marient pas. Et puis il y a plein de gens qui se sont aimés et puis dont le mariage n'a pas tenu 2 ans. Donc c'est pas une raison là. Alors vous direz oui, alors vous réfléchirez, vous direz, non, on se marie non pas parce qu'on s'aime, mais parce qu'on veut s'aimer. Hein, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on veut s'aimer. Vous voyez, ça c'est la deuxième distinction entre être amoureux et vouloir aimer. C'est 2 choses différentes. Hein. Je peux être amoureux de vous, et tout d'un coup je peux tomber amoureux de vous, on va voir comment, pourquoi, et comment ça marche tout à l'heure. Mais disons que je peux être amoureux de vous, et je peux aussi très bien m'abstenir de vouloir vous aimer.
pour des raisons assez claires, qui font que je suis déjà engagé avec une autre femme, qui s'appelle l'Église, par exemple. Vous voyez, on peut tomber amoureux de quelqu'un et en même temps ne pas vouloir l'aimer, ne pas vouloir continuer la relation pour des raisons, il y en a 20 000 des raisons. Il y en a 20 000. La plus douloureuse, évidemment, c'est quand on sait que ce n'est pas réciproque, donc on s'abstient de vouloir aimer pour ne pas souffrir. Donc on peut ressentir même des choses très fortes pour quelqu'un, vous voyez, ça c'est de l'ordre du sentiment, et puis ces choses-là peuvent s'évanouir à un moment ou à un autre, comme ça. Parce qu'en fait, nous ne savions pas très bien les motifs pour lesquels nous avions un engouement pour cette personne. On va y revenir, mais par exemple, ça pourrait être le fait que ça c'est plutôt les femmes comme ça, il est courtisé par beaucoup de femmes. Et donc il est désigné évidemment comme celui qui a le rang érotique le plus haut de toute l'assemblée. Là en ce moment c'est moi par exemple. Si ma conférence est intéressante, non c'est la cata. Enfin tant pis. Mais alors si c'est ça le motif de mon amour, vous comprenez bien qu'une fois que je l'ai, une fois que je le possède, je vais vouloir passer à un autre, demander à Valérie Trierweiler ou à Julie Gaillet. Ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il avait très certainement un sentiment très fort pour ces femmes. Mais une fois qu'il les avait, il les achetait. Oui, il avait un sentiment très fort. Il était très amoureux d'elles. Mais voulait-il les aimer ? Et... Bon. Derrière cette distinction, il y a une troisième distinction, c'est vouloir aimer et aussi savoir pourquoi on aime. Et savoir pourquoi on aime. Pour ça, au début, on ne le sait pas trop, parce que on va voir que tout ça est quand même très très mêlé. Il y a beaucoup de choses qui se situent. Il y a la sexualité, il y a l'érotisme, il y a le défi, il y a le mimétisme, il y a la jalousie, il y a maman, enfin, il y a la perte d'un être cher. Il peut y avoir plein de choses. Oui, il y a c'est compliqué quand même. On va voir, on va essayer de clarifier. Mais avec le temps, on apprend, on comprend pourquoi on s'est mis à aimer telle personne. Avec le temps. Au bout de 25 ans, normalement, les gens savent à peu près pourquoi ils se sont mis à aimer, là où ils se sont trompés, quelle illusion ils ont eue, parce que souvent on aime des inconnus, c'est très curieux ça. On ne fait qu'un avec quelqu'un dont finalement on ne sait pas grand-chose. Et en préparation au mariage, il y a quand même des gens qui sont plus qu'amoureux, là, ils veulent vraiment s'aimer, donc ils veulent vraiment fonder un mariage. Mais une des premières choses que je leur demande, c'est de venir me voir personnellement pour me raconter leurs blessures du passé. Ce qu'ils ont vécu de difficile quand ils étaient enfants ou adolescents. Pas tous, tous n'ont pas vécu des choses terribles. Mais finalement, il y en a beaucoup qui ont vécu des choses pas très belles. Et qui peuvent, je dis qui peuvent, pas forcément tout le temps, mais qui peuvent être des bombes à retardement ensuite. Un garçon qui a vécu une expérience homosexuelle un peu forte, ou une jeune fille qui a vécu des relations pas très claires avec son cousin ou avec son oncle. Enfin, vous voyez, bon. Et elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Elle met ça sous le tapis. Et puis elle est amoureuse. Et puis toutes ces questions semblent se régler par l'amour. Vous voyez, c'est fabuleux, c'est formidable. Mais est-ce qu'on peut engager une vie et des vies, parce qu'il y a des enfants, avec ce genre de bombe à retardement ? Mais l'autre ne le sait pas. Vous êtes persuadé le connaître sur tous les points parce qu'il vous a tout raconté. Mais lui, il ne vous a pas tout raconté, parce qu'il veut vous protéger. Alors, est-ce que vous allez le savoir, est-ce que vous n'allez pas le savoir ? Ce n'est pas l'objet de ma conférence. Mais, vous voyez, il faut faire attention, on se marie toujours avec un inconnu. D'autant que vous avez remarqué, en plus, on est un inconnu par rapport à nous-mêmes. On ne sait pas qui on est. Pas tellement, il y a des choses qu'on ne sait pas encore de nous. Donc on ne peut pas tout montrer. Parfois l'autre nous révèle, mais vous voyez, donc
aimer, oui, mais il faut aussi savoir pourquoi on aime. Et savoir qui on aime. Et ça prend du temps. Et ça ne se fait pas en 3 semaines. Derrière cette distinction, bon, ça c'est des choses classiques que vous savez, que je vous redis, qui sont des choses où on passe de l'enfance à l'âge adulte, il faut entendre, et puis voilà, on en est tous là, hein. On essaye de se débrouiller avec ça, pour que notre vie soit la plus belle et la plus droite possible. Bon. Donc vous voyez, hein, aimer sincèrement, aimer en vérité, deux choses différentes. Hein. Ça tourne toujours pareil. Hein. Tomber amoureux, vouloir aimer, et puis vouloir aimer, savoir qui on aime. Savoir qui on aime. Et à qui on donne les clés de notre cœur aussi, hein, dans cette histoire. Parce que, autre distinction, une distinction intéressante, ça c'est une distinction que je tiens d'un sociologue italien, plutôt communiste, pas du tout chrétien, bon, évoluant dans une culture chrétienne évidemment, hein, en Italie c'est difficile de faire autrement. Il s'appelle Francesco Alberoni. C'est une étude sociologique, tout simplement, de l'amour et de tous les phénomènes de l'amour. Il a écrit par exemple un « Je t'aime ». Si ce sujet vous intéresse, la lecture d'Alberoni est passionnante. En plus, c'est un homme cultivé, donc il ne fait pas que parler de témoignages qu'il a rencontrés dans son métier, mais aussi de littérature. On apprend plein de choses, ça donne envie de lire, c'est très bien. Alors, la distinction est la suivante entre amitié, érotisme et amour. Hein, comment distinguer l'amitié, l'érotisme et l'amour? C'est-à-dire que quand je suis amoureux, est-ce que je suis dans l'amitié? Est-ce que je suis simplement dans une aventure érotique? Ou est-ce que véritablement c'est de l'amour? Alors, parfois ça s'entrecroise, c'est-à-dire que l'amour, avec un grand A, la grande aventure, le grand amour, le magnus amor, ce sera une amitié. Et ce sera une expérience érotique. Ce sera plus que ça, mais ce sera évidemment et l'amitié et l'érotisme. Alors, l'amitié d'abord. L'amitié, elle se distingue de l'amour parce que dans l'amitié, nous aimons nous rencontrer, nous aimons échanger, nous aimons nous voir. Il y a les mêmes sentiments que dans l'amour, c'est-à-dire qu'on a confiance en l'autre, on le respecte, on l'admire, on sait qu'il est loyal, on l'écoute, on lui veut du bien, vous voyez, etc. Mais dans l'amitié, la rencontre, le point de rencontre nous suffit. C'est-à-dire que deux amis ne disent pas nous. Ils disent pas qu'est-ce qu'on va faire demain. Voilà, évidemment, des amis, des ambiances très fusionnelles, comme vous en connaissez quand on est étudiant, disent ça parce qu'ils passent des vacances ensemble, donc qu'est-ce qu'on va faire demain. Mais deux amis n'envisagent pas leur vie ensemble. Ils envisagent des vies parallèles, avec les mêmes projets, vous voyez, ils vont dans la même direction, ils ont les mêmes valeurs, ils ont le même style à peu près, ils partagent les mêmes goûts, hein, ce sont des amis. Mais, et de temps en temps, ces lignes parallèles se rencontrent. C'est un lien fort, mais c'est plutôt un lien moyen. Vous voyez, pourquoi c'est un lien moyen? Parce que le lien fort, par exemple, que nous avons constitué avec nos parents ou avec nos frères et sœurs, est beaucoup plus fort que les liens que nous avons avec nos amis. Évidemment, parfois, on peut éprouver, vous voyez, de l'ordre du sentiment, beaucoup plus d'amitié pour ses amis que pour sa sœur. Bon, ma sœur, très bien, elle est gentille, agréable, enfin, ça fait 20 ans que je la supporte. Au moins, mes amis, je les ai choisis. Vous voyez, c'est vrai. Il y a plus de sentiments parfois pour ses amis que pour ses frères et sœurs, ou ses parents, même ses parents. Mais ses frères et sœurs et ses parents, ce sont des liens forts parce que quand je me dispute avec mes frères et sœurs, avec mes parents, le lien n'est pas détruit. En tout cas, pas forcément. C'est pour ça que c'est un lien fort.
C'est-à-dire qu'on peut revenir, en tout cas on veut y revenir par une sorte de pardon. Alors qu'avec les amis, le lien peut être détruit. Soit par la distance, soit par la trahison. Vous voyez, l'amitié se nourrit de rencontres. Ça, c'est un premier enseignement intéressant, c'est-à-dire que ce qui va faire la qualité de nos amitiés, c'est la qualité de nos rencontres. Alors les gens qui vont avoir une seule amitié qui est simplement érotisée, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas de projet de vivre ensemble, érotisé, je veux dire qu'en plus d'échanger des choses, ils échangent leur salive. Hein, ils se font des câlins, bon, des tendresses, etc. Ils ont un loisir en plus que les autres amis, et ils se servent de nounours tous les deux. Bon. Et ces amis-là, vous voyez, ils se nourrissent de rencontres. Donc là, il faudra que les rencontres soient très sympathiques à chaque fois. Si la rencontre arrête d'être sympathique, hop, on arrête d'être amis. Donc on va cultiver une sorte de génie pour que nos rencontres soient les plus sympas possibles. Bon, ce qui est vrai dans l'amour aussi, on verra pourquoi. Donc vous voyez, l'amitié, elle se nourrit de rencontres, alors que l'amour, je suis amoureux de quelqu'un, ou en tout cas je vis vraiment l'amour, quand je veux m'unir à la personne. Pas simplement dans son corps. Hein, c'est pas, contrairement à ce que pense Freud, c'est pas l'union sexuelle qui fait le désir de fusion. C'est l'intimité spirituelle. Je veux la connaître. Je veux savoir ce qu'elle pense, je veux savoir ce qu'elle dit, et quand elle parle, je l'écoute. Même si elle me dit des choses finalement pas très assez communes, tout ce qui sortira d'elle, ce sera elle, et donc c'est intéressant. D'ailleurs, je ne sais même pas que ce qu'elle dit, c'est commun. Donc je veux vivre avec elle une intimité spirituelle, je veux former avec elle un nous. Et quand on parle d'amour, ici, on parle de toujours, évidemment. Je suis amoureux quand je commence à vouloir que ce soit pour toujours. L'idée que ça puisse s'arrêter me fait peur. Ou en tout cas, j'envisage avec elle un avenir commun. Cet avenir est beau et me fait grandir. Cet avenir est grand. Il me fait découvrir un monde nouveau que je ne connaissais pas, qui me fait quitter cet ancien monde triste. Et tout d'un coup, avec elle, je découvre quelque chose d'absolument nouveau et magnifique. Et évidemment, dans cette rencontre incroyable, je voudrais que cette rencontre dure toujours. Alors, on va en parler un peu plus. Bon. Mais vous voyez, c'est joli. L'érotisme, lui, c'est différent. L'érotisme ne se nourrit pas de rencontres, il ne se nourrit pas de cette rencontre primordiale dans l'amour qui fait qu'on fait un nous. L'érotisme, il se nourrit d'un désir toujours nouveau, toujours neuf. Ce qui fait que rarement on regarde chaque fois deux fois le même film érotique. Normalement, on regarde toujours un film différent et le Don Juan change de femme. Une fois qu'il a sa première petite copine, normalement, il en change. Il lui faut toujours du nouveau. L'érotisme fuit l'ordinaire et il aime l'interdit. Et le mot « je t'aime » lui fait peur. Parce que « je t'aime » veut dire toujours. Et c'est érotisme pur que je distingue de l'amour. Et donc, quelqu'un qui vit une aventure érotique, il ne s'engage pas du tout dans cette aventure. Et il le sait très bien qu'il ne s'engage pas dans cette aventure. Et donc, il vivra toujours son aventure comme si elle était déjà passée. Vous voyez, il dira toujours « c'était beau ». Je ne le regrette pas. J'ai vécu un bon moment.
Donc au pire, évidemment, l'acte amoureux, est-ce que c'est un acte amoureux, je ne suis pas sûr, mais enfin en tout cas, c'est objectivement un acte amoureux, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est objectivement un acte amoureux, mais j'en fais simplement un bien de consommation. C'est un loisir plus agréable que les autres, ou alors c'est une drogue qui sert à pallier à mes propres difficultés. Parce que, évidemment, il y a un certain sentiment de bien-être quand même dans cet érotisme. C'est même un des plus grands. Et ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il ne veut pas être permanent. Et toute institutionnalisation de cet acte érotique va le tuer d'office. Et je ne sais pas, moi, prenons l'exemple hypothétique d'un homme de 50 ans qui réussit sa carrière, qui est malheureusement quitté par sa femme, ou pas d'ailleurs, et tout d'un coup il découvre une jeune blonde un peu écervelée, mais séduisante, qui a eu plein d'amants, et il a une aventure sexuelle avec elle. Et finalement, ça marche bien, vous voyez, il se voit tous les dimanches dans le secret, un peu le mardi, un peu le mercredi, c'est très intense. Et puis à un moment, il va se marier avec elle, parce que je crois qu'il l'aime. À la rigueur, il quitte sa première femme, etc. Là, il est dans l'engouement érotique. Vous voyez, il pense que ça va durer, pour le coup. Et puis, à un moment, il s'aperçoit qu'en fait, elle n'a rien à dire, rien ne lui apporter, qu'elle est bête. Qu'ils n'ont rien en commun. Donc, évidemment, là, le couple explose, parce que tout était fondé sur cette simple relation érotique. Parce qu'évidemment, l'érotisme, vous voyez, le problème de l'érotisme, c'est que ça crée dans la tête une fusion. C'est qu'on a besoin du corps de l'autre. Donc la dépendance que j'éprouve pour cette personne, est-elle une dépendance purement érotique ou est-elle une dépendance qui vient de la volonté ? Est-ce que je suis en train de maîtriser mon histoire ? Ou est-ce qu'au contraire c'est mon zizi qui gouverne ma relation ? Alors, autre distinction, parlons de l'amour maintenant, de l'amour vrai. On peut dire que l'amour est basé sur 4 grands piliers. Je tombe amoureux pour 4 grandes raisons. Et il faut que les 4 y soient. S'il en manque une, il manque quelque chose. C'est plus de l'amour, c'est de l'amour autre chose. C'est de l'amour idolâtre, ou c'est de l'amour consolation, ou c'est de l'amour captatif, jaloux, etc. Alors, ici, 4 distinctions. Au fond, d'abord, on aime, et le premier principe pour lequel on aime, c'est le principe de plaisir. C'est-à-dire qu'on aime se retrouver avec la personne qu'on aime. Alors c'est vrai de l'amitié, c'est vrai des enfants avec leurs parents. Les parents apportent énormément de choses à l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant aime ses parents. Il leur apporte plein de choses positives, donc c'est comme ça que nous aimons nos parents, et c'est agréable de vivre à la maison, je me sens en sécurité avec ce garçon, il est rigolo, il est drôle, il est amusant, donc plus vous êtes plaisant, ce qu'on appelle le facteur sympathie, plus vous avez d'amis. Donc l'amour naît de ce principe de plaisir, à l'évidence. Il faut évidemment que j'ai du plaisir à être avec elle ou avec lui pour être amoureux de lui. Vous voyez, c'est évident. Mais ça ne suffit pas, voyez, à vouloir l'aimer. Ça fait de lui un ami, un top ami, un bon compagnon de jeu, mais ça ne fait pas forcément de lui mon mari ou ma femme. Donc j'ai du plaisir à être avec toi, mais dès qu'il me demande alors, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Dites, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourtant tu me l'as dit quand on s'embrassait. Oui, parce que sinon tu ne m'aurais pas embrassé. Tu m'as dit je t'aime.
Oui, mais je ne savais pas ce que je disais. Et puis, j'ai mis derrière ce mot ce que toi tu pensais vouloir y mettre, parce que ça te faisait plaisir de penser que je t'aimerais pour toujours. En fait. Tu es sympathique, hein, j'ai vraiment rien contre toi. Hein. Je serais même un peu déçu de te quitter, hein, parce que on passait vraiment de bons moments. Tu me parlais de choses intéressantes, c'était passionnant. Ma vie était beaucoup plus intéressante avec toi que sans toi. Et vous voyez, ici, on ne distingue pas vraiment l'amitié de l'amour. Pour qu'il y ait l'amour, il faut un deuxième critère. Il faut le sentiment de perte. Un deuxième critère. La perte. Ça arrive souvent, hein, vous avez des gens qui sont très amis comme ça, par texto, ils se parlent beaucoup. Il n'y a pas d'érotisme du tout entre eux. Mais il y a une intimité, une confiance qui se fait, une grande amitié entre eux. Puis ils ne savent pas s'ils sont vraiment amoureux. Il y en a des deux, il sait. Mais l'autre, il ne sait pas. Parce qu'il est dans son petit confort affectif. Tout va bien, il n'y a pas besoin de plus. Ça va. Pourquoi voudrais-tu plus? Oui. Tu me prends la tête avec ça en plus, c'est compliqué. Bon. Oui, mais moi, je veux plus. C'est pour ça que je te prends la tête. Alors, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est une sorte de détachement. Et ce qui va jouer beaucoup, c'est le sentiment de perte. Ou non. Et si j'ai le sentiment d'avoir perdu quelqu'un d'essentiel, alors là, je suis plus que j'ai du plaisir à être avec lui. C'est que je ne peux plus me passer de cette personne. Hein, et c'est un deuxième degré plus fort quand même. J'ai un sentiment de perte. Alors, ce sentiment de perte, il est en corrélation avec la loi du désir dans tout homme. Hein, pour désirer quelque chose, il ne faut pas simplement que ça nous plaise. Il faut aussi que ça nous paraisse ardu, vous voyez, grand, que ça représente pour nous un défi, qu'il y ait quelque chose qu'on admire. D'accord, hein, c'est-à-dire que les choses trop faciles, je ne les aime pas au fond. En tout cas, je ne les désire pas tant que les choses plus difficiles, qui me sont accessibles. Sinon, je perds l'espoir et à ce moment-là, il n'y a plus de désir. Mais si j'ai encore l'espoir, alors c'est important. Vous voyez, il faut qu'il y ait un désir de grand. Or, ce sentiment de perte, par exemple, il existe chez les gens qui se disent « Ah, je vais le sauver ». C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement quelqu'un de plaisant, mais il est quelqu'un à sauver. Hein, c'est la Belle et la Bête, hein, par exemple. Hein, dans La Belle et la Belle aime la Bête parce qu'elle sait qu'elle va le sauver. C'est l'amour qu'éprouvent des parents pour leurs enfants. Les parents pour leurs enfants, ils aiment leurs enfants parce qu'ils sont capables aussi de les sauver, et de les faire grandir, de les transformer. Le lien est plus fort là, dans ces cas-là. Hein, quand vous savez que la personne compte sur vous. Le lien est beaucoup plus fort. Vous voyez, principe de plaisir, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait ce sentiment de perte, ou plutôt que ce sentiment que cette personne, sans moi, est perdue. Ou sans elle, je suis perdu. C'est pour ça qu'on conseille parfois à des amis ou à des amoureux qui ne savent pas très bien, on va dire, prends tes responsabilités, détache-toi, une bonne fois pour toutes. Sors de ce petit confort extrêmement agréable, où tu es très aimé, mais où toi tu ne t'engages pas. Alors, pourquoi elle ne s'engage pas? Non pas parce qu'elle n'est pas assez volontaire, hein, c'est parce qu'elle ne sait pas si elle aime. Alors, pour savoir si elle aime, il faut que j'éprouve ce sentiment de perte. Et à ce moment-là, il y a un degré dans ma tête de sentiment de perte. Hein, les personnes qui doutent, souvent je leur dis ça, je leur dis, mais est-ce que vous le perdriez? Non. Non, je ne peux pas, là c'est pas possible. Oui, mais attendez, on va essayer. On va voir, parce que c'est pas possible. Dans 15 jours, dans un mois, on en reparle. Parce que tout d'un coup, on prend de la distance, on appelle ça le détachement. Hein, et le détachement donne une certaine clarté sur l'autre.
Alors, c'est vrai, là, vous voyez, dans la relation, mais c'est vrai aussi, ça sera vrai aussi dans vos relations amoureuses, en tant que mari et femme ou en tant que fiancé. C'est-à-dire, un certain type de détachement, en particulier le détachement de la sexualité ou du corps, ce qu'on appelle la chasteté, une certaine tempérance, permet d'avoir une vision plus claire sur l'autre. En plus de le laisser un peu plus libre et de décongestionner un peu la relation. Troisième, ça ne suffit pas, le sentiment de perte. Il faut encore que cette personne, elle soit désignée comme étant désirable. Hein, c'est le phénomène de la désignation. C'est-à-dire qu'un petit garçon, mon filleul par exemple, il mange, il est très content, et puis tout d'un coup, sa maman fait la bouffe pour les aînés. Et elle apporte évidemment d'autres mets. Parce que lui, il est tout petit, il a une compote, etc. Et à ce moment-là, il se met à crier épouvantablement. Tout d'un coup, il n'aime plus ce qu'il mange. Hein, pourquoi ? Parce qu'il désire ce qu'ont ses grands frères. Donc pour pouvoir ressembler à ses grands frères, il désire la pizza ou la purée, même si c'est pas bon, tant pis, il le prendra. Ce qu'on appelle le désir mimétique, c'est-à-dire, ça marche comme ça dans la publicité, hein, on met une très belle femme, et puis elle a une lessive, et on a envie d'acheter la lessive, parce que comme ça on pense qu'on sera très désiré. C'est très con, mais c'est comme ça. Bon. La désignation, ça marche très fort, vous savez, il faut que cette personne représente pour les autres, ou en tout cas à mon regard, quelqu'un de très important. Alors ça c'est très vrai chez les filles. Hein. Il faut que, c'est ce qu'on appelle le pouvoir érotique d'un chef ou d'un premier. Hein, il est premier dans son domaine, et plus il est désiré, eh bien plus moi je vais le désirer. Hein, c'est l'amour qu'ont les midinettes pour les stars. Hein. Elles vont avoir un amour pour une star, elles ne savent pas très bien pourquoi. Hein. J'ai vu sur internet une fille qui pleure de la comment ça s'appelle ça, de l'incarcération de Nabila. C'est trop chou. Oui, mais c'est pas de sa faute, elle était sous pression, elle a changé de métier en plus. Elle pleurait, elle était amoureuse, vraiment, hein, elle était amoureuse. Elle ne sait pas de qui, mais elle sait que cette femme était désirée, et alors tout la désigne au fond pour qu'elle soit lui-même soit désiré. Alors dans le phénomène vraiment amoureux, c'est pas la désignation qui va jouer, c'est la transfiguration. C'est-à-dire que cette personne est vraiment la meilleure de toutes. Et c'est-à-dire que je suis capable même de voir ses défauts, je suis lucide sur ses défauts, mais je les transfigure par mon regard amoureux. C'est vraiment la personne qui me convenait le mieux. Donc cette désignation de style mimétique, elle se retrouve dans le véritable amour comme une transfiguration. Hein, le signe que vous êtes vraiment amoureux, c'est que la personne, vous la connaissez bien, et vous êtes capable de la transfigurer. Vous voyez, la transfiguration, c'est la même personne, mais sous une lumière, sous la lumière du bien. C'est magnifique, hein, ça, c'est vraiment très beau. Enfin, quatrième distinction, il faut qu'il y ait un état naissant qui naisse en nous. C'est-à-dire que je considère cette personne comme absolue, quasiment comme absolue. Voilà. Ici, ce que je décris, hein, c'est l'amour de type romantique. Hein, c'est-à-dire que la personne devient ma raison d'être. C'est pas très chrétien à regarder les choses honnêtement. Hein, parce que ma raison d'être, c'est Dieu. Et puis, c'est pas très lucide non plus. Parce que je donne à une créature humaine l'absolu. Et donc il faudrait ajouter une cinquième distinction qu'Alberoni n'achète pas, mais tout d'un coup, il y a une volonté d'aimer l'autre pour ce qu'il est, mais pas pour l'absolu que je lui accorde. Non, parce que je sais quel est mon absolu. C'est le bon Dieu. Alors on va essayer de décrire cet état naissant, si vous voulez. Donc là, je ne fais pas une distinction,
J'en fais 20. Je vis un état naissant qui veut être un amour de toujours parce que cette personne, premièrement, me libère. Elle me libère de la morosité, elle me libère de tout. Elle me libère parce qu'elle me donne tout d'un coup un avenir meilleur. J'entrevois avec elle un avenir meilleur qui fait que ce que je désirais depuis longtemps inconsciemment, finalement cette personne me le donne. Alors, c'est pour ça que vous, jeunes universitaires, vous allez tomber amoureux plus facilement que moi, parce que vous tout d'un coup, la vie vous apparaît nouvelle. Et il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous changez de ville, vous changez de métier, vous changez d'études, vous changez d'amis, etc. Donc vous êtes disposé à beaucoup plus facilement tomber amoureux et à envisager tout d'un coup cette nouveauté, cet avenir avec. Et il y a quelqu'un qui va prendre la place de cet avenir. Deuxième critère, il est l'unique. C'est-à-dire que parmi tous les visages, je sais que c'est l'unique. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que je ressens. Ensuite, ce que j'ai appelé la réalité et la contingeance. Je comprends bien que le monde est contingent, qu'il est difficile, qu'il y a des choses mal dans le monde, que c'est dur la vie. Mais quand je suis amoureux, c'est le bien qui l'emporte. Il y a une sorte d'optimisme, vrai d'ailleurs, je pense, réellement vrai, sur le monde et sur la bonté des êtres. Et en particulier sur la bonté de la personne que j'aime. Du coup, quatrième expérience, je comprends que les êtres autour de moi sont importants et ont de la valeur. Cinquième expérience, il se vit en moi une renaissance. On dira de lui, il a changé. Ses comportements ont changé. Il n'est plus vraiment le même. Il est bon d'abord. Vous voyez, il est bon. Un des signes que l'amour est frelaté, parfois, c'est que les personnes sont non seulement tout aussi méchantes, mais encore plus. Qu'elles se referment sur elles-mêmes, qu'elles mentent tout le temps. Et comment l'amour pourrait produire de l'égoïsme? Enfin, comment l'amour vrai pourrait produire de l'égoïsme? Si l'amour est vrai, il est forcément fécond. Il est forcément tourné vers les autres. Bon, les amoureux ont besoin de solitude, donc laissez-leur avoir leur solitude. Mais un amour vrai, il ne peut pas... vous voyez, il change la personne. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que l'amoureux veut être au mieux pour celle qu'il aime. Et donc il va développer les qualités qu'il a d'habitude, mais il va les surdévelopper, celles-là. Et puis il va être très attentif aussi aux attentes de celle qu'il aime. Donc il va lui poser beaucoup de questions, il va tout mémoriser, tout. Pour pouvoir anticiper les attentes de l'autre. Jusqu'à la prison d'ailleurs au début. Bon. Il est libre, c'est-à-dire que tout d'un coup, il découvre qu'il a un destin à lui. C'est plus la société qui lui impose quelque chose, sa religion, sa foi. Au fond, il va réassumer toute sa vie. C'est un amour aussi un peu communiste, c'est-à-dire qu'il veut partager avec l'autre, qui ne reproche pas à l'autre d'être plus riche. Et si lui est plus riche, il a envie de tout partager à l'autre. Il ne le jalouse pas. C'est un amour oblatif aussi. C'est pas simplement, vous connaissez la distinction entre un amour captatif, qui prend pour soi, et un amour oblatif qui veut pour l'autre. J'ai eu des fiancés il n'y a pas longtemps,
Et elle me disait, alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle me dit, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Je dis, oui, mais depuis combien de temps vous êtes amoureux de l'un de l'autre? Elle a dit, moi, ça fait 4 ans. Lui, ça fait que 2 ans. Tu as dû souffrir? Elle me dit, non, j'ai pas souffert. Et je dis, mais à quoi vous l'avez reconnu que vous étiez amoureuse de lui? Elle dit, pour la première fois, je regardais un garçon non pour ce qu'il m'apportait, mais pour ce qu'il était. Et ça m'a fait tout drôle. C'est bizarre, hein. Elle était très égoïste quand même. Enfin, c'est comme ça. Elle, visiblement, elle ne regardait avant les garçons que parce que tout ce que ça lui apportait à elle. C'est un amour captatif, quoi. C'est-à-dire, tiens, elle m'apporte de la sécurité, tiens, elle m'apporte du pognon, tiens, elle m'apporte du respect auprès de mes copines, m'apporte la célébrité sur Facebook, je peux l'exposer sur une photo comme le père de la gloire de mon père avec ses poissons, là, ces gros poissons. Hein, parfois, on voit des filles sur Facebook avec leur mec, on a l'impression que c'est des conquêtes, quoi. Je suis allé à la pêche. Épouvantable. Vous voyez, non, le vrai amour, il a quelque chose, il respecte la personne qu'il aime. Donc elle était vraiment, et c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment amoureuse. Qu'elle était plus simplement dans la captation, mais qu'elle l'aimait pour ce qu'il était, lui. Elle avait le besoin de s'oublier pour faire plaisir. Donc du coup, cet amour est patient. Il est capable de supporter beaucoup de choses. Ensuite, c'est un amour pour qui l'essentiel, c'est la personne aimée. Tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui sont relativisées. Je suis un peu moins superficiel, pour le dire autrement. Je constate qu'il y a des choses dont je me plaignais qui sont peut-être pas si importantes que ça. Ce qui est essentiel, c'est notre relation, ou c'est la personne que j'aime. Ensuite, je reconstruis mon passé. Et quand je suis vraiment amoureux, tout d'un coup, je me mets à parler avec elle. Vous voyez, parce que comme je suis rené, j'ai une nouvelle identité. Et j'ai envie de relire tout mon passé à la lumière de cette nouvelle identité. Ce que je vous décris ici est vrai de l'état amoureux, mais est aussi vrai de la conversion. Quand on se convertit, quand on tombe amoureux de Dieu, si je puis dire, on vit ça. On vit exactement ça. Presque puissance 10. Non, j'exagère. Mais enfin, on vit la même chose. C'est très étonnant. Vous voyez, tout d'un coup, il y a une sorte de... On relit tout son passé et à la lumière de cet amour. Et puis, chaque rencontre est un commencement. C'est-à-dire que quand on aime, le temps, il existe, mais enfin, évidemment, il y a un avenir, il y a un projet, mais avant qu'il y ait un projet, il y a surtout un temps et qu'on veut vivre pleinement. C'est-à-dire que tout d'un coup, le présent, c'est plus quelque chose qu'on fuit. Quand on est amoureux, c'est quelque chose qu'on prend à bras le corps. D'ailleurs, quand on se convertit, c'est pareil. C'est la libération de beaucoup de choses. Ça donne envie d'être amoureux. Ça, c'est vrai. Alors aussi, quelque chose d'étonnant, c'est qu'à la fois, on est très intime avec la personne qu'on aime, et en même temps, elle nous paraît très lointaine. Elle est nôtre, mais ce n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on s'étonne qu'elle nous aime. On s'étonne qu'elle nous aime. On voit que l'amour est un don, et pas un dû. Elle m'aime, c'est incroyable. Et pourtant, elle est comme ci, ou elle est comme ça, mais elle m'aime. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. C'est vrai de Dieu aussi, vous voyez, c'est vrai de la conversion. Bon. On est égaux, évidemment. Cette égalité tant rêvée par notre gouvernement, et bien qu'il tombe amoureux, diront qu'il n'y a pas besoin du gender pour ça. On veut vivre dans l'éternité, et voyez, et comme on veut vivre dans l'éternité et qu'on sait qu'on ne peut pas, et qu'on voudrait suspendre ce moment important, eh bien on va le prolonger dans le temps. Et donc on va construire un avenir ensemble. On transfigure la personne, je vous l'ai dit, et on cherche à se perfectionner soi-même comme on cherche à faire grandir l'autre. On veut faire qu'un, c'est la fusion, d'où l'érotisme, d'où le besoin de s'embrasser, d'être ensemble,
de s'unir. Mais vous voyez que, j'allais dire, c'est logique. Ce n'est pas la fusion corporelle qui crée la fusion spirituelle. C'est d'abord une fusion spirituelle et qui nécessairement veut déboucher sur une fusion corporelle. Donc on a un projet. Et puis aussi, normalement, il y a un principe de moralité. Normal, je dis bien normalement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se sent responsable de l'autre. On se sent responsable de ce qu'on a apprivoisé. Et on ne veut pas faire n'importe quoi. Alors cette dernière distinction, c'est ce que j'ai appelé les étapes, si vous voulez, de l'amour. C'est-à-dire que ce fait que tout d'un coup on tombe amoureux et que l'autre représente pour nous tout un monde meilleur. Pas parce que simplement elle est plus riche. C'est parce qu'elle a un style, elle a quelque chose, ça peut être un geste, ça peut être une manière de dire, ça peut être une manière de parler, ça peut être le monde que je visite qui tout d'un coup m'ouvre sur un monde nouveau. Et ce monde nouveau, j'ai envie je pense qu'en étant avec elle, je vais avoir ce monde nouveau. Je vais avoir un avenir, je vais grandir avec elle. C'est comme ça, c'est un peu pour ça qu'on tombe amoureux. Mais il y a plusieurs étapes, évidemment. On n'est pas des animaux, donc les choses quand même, on a un espace de liberté. C'est ça ma distinction. Il y a départ une étape d'exploration. C'est-à-dire qu'on la voit dans la salle au groupe mission, on dit tiens, je vais peut-être parler avec elle. Ou j'ai remarqué qu'il va prendre un pot avec un tel et tout, alors je vais faire un ami avec un tel. Il y a une phase d'exploration. Cette phase d'exploration, elle peut s'arrêter tout de suite. On va dire, elle n'est pas pour moi. Vous voyez, si je rencontre une femme dans la rue, je tombe amoureux d'elle, et qu'elle me découvre tout d'un coup un monde insoupçonné, je l'aime. La phase d'exploration durera le temps de mon regard. C'est comme ça. Nos tiroirs sont remplis de mots qu'on n'a pas dit. Et donc il y a la phase d'exploration, alors qui est plus ou moins grande. On peut inviter à dîner à quelqu'un. Puis finalement, découvrir qu'il y a on va pas enregistrer ça. Je me souviens personnellement, je vous couperai au montage. Je me fais ce genre de choses. J'invite une fille à danser. Et elle était pas mal, et c'est pas mal, etc. Et bon, c'est un certain style que j'aimais bien. Et je l'invite à danser, et après je dis, et là, je m'aperçois dans la lumière qu'elle a un strabisme épouvantable, exploration. Bon, j'étais pas vraiment amoureux, parce que si j'avais été vraiment amoureux, vous comprenez bien que j'aurais transfiguré le strabisme. En disant, elle louchait sur moi, c'est magnifique. Alors, cette phase d'exploration, vous voyez, elle a deux temps. Elle a un temps où je commence à éprouver quelque chose, le plaisir, la perte, etc. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça qui me font plaisir en elle. Et puis, ça s'arrête tout net pour des raisons qui me sont personnelles. Il y a plein de raisons qui font que j'arrête. Heureusement qu'à chaque fois que je rencontre une fille dans la rue qui est belle, je dis pas je t'aime, je vais t'épouser. J'ai une amie comme ça, elle était comme ça. C'est un truc et donc comme elle était trop timide, elle allait directement à l'institution mariage. Donc la première mot qu'elle disait, est-ce que tu veux te marier avec moi? Donc parce qu'évidemment, elle voulait le truc sérieux. Donc évidemment, à chaque fois, elle se prenait un manteau. Donc cette phase d'exploration peut aller un peu plus loin, évidemment, c'est-à-dire que j'ai une relation avec la personne. J'ai une relation plus intime, plus amicale, de plus en plus intime. Alors c'est là où il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites, quoi. Vous voyez. Parce que cette phase d'exploration, elle peut être très intime. C'est-à-dire on peut se parler toute la journée par texto, par MSN, par Facebook.
On peut s'embrasser, enfin, cette phase d'exploration, c'est tout ça. Donc, c'est là où il faut avoir un certain discernement, une certaine prudence aussi par rapport à l'autre, hein, pour que on ne fasse pas trop de bêtises. Maintenant, on n'est pas en sucre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette phase d'exploration, bah, il n'y a pas de relation non plus. Non, mais il faut bien se parler. Si à chaque fois qu'il me parle, il fait ah, il va tomber amoureux. Bon, il ne faut pas être trop bête. Mais il y a des choses qui engagent plus que d'autres. Et c'est pas très pratique, ces histoires de portable, c'est pas très pratique. Je vous le dis pour vous maintenant, mais je vous le dis aussi quand vous aurez 40 ans ou 50 ans, parce que en fait, on s'aperçoit que le problème est le même. Plus on grandit, plus le problème c'est pareil. C'est pas pareil. Et on parle trop. C'est parce que la phase d'exploration est sympathique, et puis à un moment, on voudrait faire machine en arrière, et puis on s'aperçoit que c'est plus difficile. Oui. Donc il faut doser la phase d'exploration. Bon. Chacun d'essayer de voir, j'ai pas de recette. Hein. Après cette phase d'exploration, il peut y avoir une phase d'engouement. Alors cet engouement peut être érotique, et pas du tout amoureux. Mais ça, je ne le sais pas. Cet engouement peut procéder plus de la désignation collective, c'est-à-dire que j'aime une star, mais en fait, j'aime pas la personne. Ou dès qu'elle est plus une star, je l'aime plus. Ou dès qu'il y a une star différente, tout d'un coup, j'en aime une autre. Je peux aimer la personne, je peux avoir un engouement parce que je suis en train de la sauver. C'est-à-dire j'ai l'espoir de la sauver. Il y en a plein des filles qui font ça. Qui se sont, quand elles avaient 17 ans, qui se sont entichées d'un garçon, il y avait plus que la phase d'exploration, elles avaient tout exploré. Hein, et puis elles ont vécu avec un type, et puis tout d'un coup elles s'aperçoivent qu'en fait elles vivent avec quelqu'un qui est un pleurnichard, et qui n'est pas fort, qui n'est pas courageux, qui est toujours en train de se plaindre. Au début elles croyaient, vous voyez, qu'elle le sauverait de ça. Puis elles découvrent qu'en fait, il n'est pas sauvable. Donc elles ont une phase d'engouement importante. Et puis avant d'avoir ce moment d'état amoureux, elles font machine arrière. Heureusement d'ailleurs qu'elles font machine arrière. Ça aurait été bien qu'elles le fassent avant. Ça serait fait un peu moins mal. Bon, ça ne m'aurait pas donné l'occasion de les aider, mais quand même, j'aurais préféré pas les aider. Bon. Mais bon, ça arrive. Il y a toute phase d'engouement, alors ça peut être l'érotisme, je vous dis, il y a plein de raisons. Ça peut être la falsification aussi. C'est-à-dire qu'on peut jouer un jeu, on peut jouer un rôle pour cacher nos blessures. Hein, je suis un homme fort. Non, je suis un homme très faible, parce que j'ai eu une mère dominatrice très forte, puis j'ai eu un père très absent, je suis quelqu'un de très faible, et je joue l'homme fort. Et je tombe sur quelqu'un qui semble faible, qui a eu une mère elle aussi très dominatrice, et qui en fait est elle-même dominatrice, mais comme elle ne veut pas montrer, elle joue la faible. Et elle joue la faible. Donc en société, elle joue la faible. Et lui, il joue le fort. Donc il se rend compte, c'est magnifique. Elle a trouvé enfin son homme fort et elle a trouvé sa femme faible. Sauf que falsification, hop, il se trouve qu'en fait, elle est très dominatrice et que lui est un peu faible. C'est pas grave, hein, mais il falsifie leur désir. Donc vous voyez, il peut y avoir un engouement sur des mensonges comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit tout de suite irréversible. Parce que dans cette phase d'engouement, ensuite, il y a ce que j'appelle l'amour, quoi. Et dans cet amour, il y a une frontière qui est l'irréversibilité. Il y a un moment, mon cœur bascule. Un moment, mon cœur bascule et ça devient vraiment irréversible. Cette personne est unique, elle est l'essentiel, et je ne pourrais pas vivre sans elle. Et la renonciation de cette personne va demander une période de deuil longue et douloureuse. Et je ne l'oublierai jamais. Donc normalement, dans cette période-là, je peux, revenir en arrière.
Alors, c'est quoi cette phase d'irréversibilité? C'est pas le coup de foudre. Hein, au fond, cet amour-là, il peut naître soit comme un coup de foudre, c'est-à-dire c'est l'évidence. Il y a une sorte d'évidence étonnante, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a une évidence. J'ai les 20 sentiments, j'ai l'état naissant, vous voyez, comme ça, quasiment évident avec cette personne. Et puis, mais ce coup de foudre, il est préparé en fait, par plein de choses avant. Parce que je vis dans une situation qui me permet de vivre ce coup de foudre. Mais cet amour aussi peut naître dans une amitié. Une amitié, vous voyez, courante. Je suis ami avec quelqu'un, aucune arrière-pensée, on se rencontre, on se dérencontre, on se rencontre, on se dérencontre. Mais jamais ça constitue pour nous un nous. Vous voyez, on n'est pas nous, on est deux amis. Et puis à un moment, pourquoi? C'est compliqué, tout d'un coup, hop, le sentiment de perte, la désignation, l'état naissant arrive, et là je l'aime. Alors soit, vous voyez, soit les personnes le vivent au même moment, souvent elles le vivent quand même de manière décalée. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est très amoureux, et l'autre qui dit, bah, moi je veux bien explorer, je veux bien, j'ai même beaucoup d'admiration pour toi, beaucoup de respect pour toi, mais il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a un avenir que tu ne m'assures pas, par exemple. Hein, je ne sais pas, vous avez 22 ans ou 20 ans, et puis le garçon est très amoureux, mais il n'a pas de métier, il n'a pas son permis de conduire. Bon, la fille, ça ne la rassure pas beaucoup. Parce que la fille, elle sait où elle va, là. Ça fait depuis qu'elle a 5 ans qu'elle sait où elle va. Donc tout ce que je décris, elle le sait, là. Nous, les mecs, moi je le découvre en faisant la conférence, vous voyez. Mais elles savent tout ça. Vous voyez. Donc elles savent très bien quand elles sont amoureuses vraiment. Nous, on ne sait pas trop. Donc elles savent très bien où elles vont. Hein. Il va y avoir des enfants, il va y avoir tout ça. Donc je veux bien le sauver, mais il faudra qu'à un moment, il soit en état de me sauver. Hein. Je veux bien la bête, mais pas tous les jours. Parce qu'il y a un nid à... C'est normal, tant mieux, heureusement qu'elles sont comme ça pour nos propres enfants, c'est mieux. C'est rassurant. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a... Vous voyez, donc soit c'est le coup de foudre, l'amitié va ajouter quelque chose en plus qui va faire que l'amour sera plus solide. C'est que l'amitié, on connaît déjà la personne. On a déjà confiance en elle. On sait quels sont ses défauts. Il y a une loyauté, on sait qu'elle ne nous ment pas. C'est sûr que les amitiés qui finissent en amour sont certainement les plus solides. Parce que le coup de foudre, ça reste un inconnu. Donc je peux découvrir un truc. Alors, je le découvre, hein, je suis obligé parce que de toute façon je l'aime. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. À moins que j'y renonce. Et là, vous voyez, il y a cette phase, c'est pas totalement irréversible. Là, il y a un moment où c'est un peu irréversible. Et à ce moment-là, je décide de vouloir aimer. Et là, je ne suis plus du tout simplement dans le coup de foudre, ou l'amitié, ou l'amour. Hein, je suis dans le vouloir aimer, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient une institution. Et ça s'appelle le mariage. Donc, vous voyez, il y a plusieurs phases. Mais voyez, faites attention, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un amour, mais en même temps, c'est un amour consolation. Il peut y avoir un amour consolation, par exemple. Un amour consolation, c'est que la personne sort d'une rupture. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir une personne gaie, vivante, amusante, dont elle sait qu'elle sera aimée. Ou un prêtre, ou un copain, ou un séminariste, ou une fille très sympa, toujours le syndrome de la meilleure copine, adorable, etc. Et puis cette meilleure copine, elle va se mettre à vous aimer parce qu'elle va vous sortir de votre rupture. Elle va avoir un gros engouement pour vous. Puis vous allez être consolé. Puis une fois que vous êtes consolé, vous dites ben non, je t'aime pas. C'est l'autre que j'aimais. J'ai un connu, il est comme ça, moi. Les amours consolation, je me souviens d'une fille, je dis mais vous dormez dans le même lit? Elle me dit bah oui, ça vous dérange, on va se marier. Je dis bah oui, ça me dérange, d'abord je ne suis pas marié. Donc tout est réversible. Bah c'était réversible. Elle s'appelait Elisabeth, son ancien copain s'appelait, son ancienne copine, s'appelait
son ancien copain. Son ancienne copine s'appelait Elisabeth. Et il aimait beaucoup, il adorait la première Elisabeth, Elisabeth I. Elisabeth I est partie. Eh bien, tout d'un coup, il s'est laissé chouchouter par Elisabeth II qui n'attendait que ça. Elle est tombée hyper amoureuse de lui, elle lui a tout donné. Et puis il est parti. Parce qu'il a eu, pour remplacer un ancien amour, il faut que ce soit le même amour, il faut que ce soit un amour encore plus intense. Pour déraciner l'amour ancien, il faut que ce soit un amour plus intense qui le déracine. Alors le temps, évidemment, fait les choses, le deuil fait les choses. Mais l'amour consolation, c'est le piège. Attention. Vous voyez ? Attention un peu quand même. Une fois que vous l'avez consolé, vous dites, bah oui, mais gentil ma chérie, mais en fait tu es très 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 aimante, hein. Tu es très gentil. Mais, je te désire pas, quoi. Tu ne représentes pas pour moi quelqu'un d'unique, une perte possible. J'ai rien partagé avec toi, enfin, tu m'intéresses pas tant que ça, quoi. Je ne veux pas vivre avec toi. Vous voyez, il peut y avoir ici tout un tas de raisons de l'engouement, c'est pour ça que je vous dis ça, il faut faire un petit peu attention. Maintenant, évidemment, on n'est pas en sucre, on est obligé de passer par ces étapes-là. On n'est jamais sûr qu'on arrivera exactement au point de l'institution. Sauf que du coup, vous voyez qu'on ne pose pas n'importe quel geste, c'est là où l'Église est intéressante, dans sa morale de l'Église, dans sa morale. C'est pas que simplement elle dit je t'interdis de faire ceci ou de faire cela, vous voyez, c'est qu'elle est positive. Elle dit si tu veux vivre un amour vrai, fais attention à bien respecter ces étapes différentes de l'amour. Et ne fais pas d'une aventure érotique quelque chose qui n'est pas de l'amour, par exemple. Ou un engouement érotique. Il a pu y avoir un engouement, je vous racontais l'histoire du commandant, là, le commandant, il commande un beau bateau, il a 50 ans, il a un engouement pour cette personne. Bon, puis d'autant qu'une femme, si vous voulez, dans la relation sexuelle, son corps, il est consacré. Elle ne vit pas son corps comme quelque chose qu'elle peut prêter. Toute femme vit son corps comme quelque chose qu'elle veut consacrer. Donc pour elle, toute personne qu'elle n'aime pas, c'est quelque chose de profane. Elle ne se fera pas blasphémer par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc si elle accepte quelqu'un en elle, c'est vraiment qu'elle le consacre, totalement. Et donc ça veut dire vraiment que quand elle fait ça, si vous voulez, ça veut dire qu'elle dit, bah, je te prends puis je te garde. Tu me feras des enfants. Grosso modo. Vous voyez, il y a une consécration de son corps. Elle vit ça comme une consécration, elle ne vit pas ça simplement comme un jeu. Elle nous apprend à aimer en vérité en faisant ça. Bon, j'ai dit beaucoup de choses et j'ai rien dit. Ça ne sert à rien de parler. Vous poserez des actes. Vous réfrénerez certains actes. J'ai pas de baguette magique pour que la personne que vous aimez tombe amoureux de vous. Et j'ai pas de Par contre, vous voyez, ce que je sais, c'est que moi j'ai accompagné pas mal de couples où l'un était amoureux et l'autre ne savait pas très bien s'il l'était. Ça c'est sûr. Il ne savait pas très bien. Je ne sais pas encore. Il faut laisser du temps. Il faut respecter ce temps. Mais il faut anticiper aussi, vous voyez, c'est-à-dire que il faut essayer d'anticiper. La phase d'exploration, c'est sympathique, mais pas trop aller trop loin si on voit que c'est pas possible. Gardez ça dans un coin de son cœur. Tant que c'est une petite racine, pas trop grave. Quand ça devient un baobab, c'est plus compliqué. Alors, je ne vous ai pas parlé de tout, il y a plein de choses. Alors, vos questions. Oui. Quand on se retrouve dans la phase d'irréversibilité un peu par mégarde, et qu'il y a vraiment tous les critères, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que peut devenir ces Alors, il y a l'irréversibilité, soit elle est bonne, c'est-à-dire qu'on va vers un vrai projet,
qu'on vérifie, soit elle est mauvaise. Alors elle peut être mauvaise pour deux raisons, grosso modo. Elle peut être mauvaise pour moi, et donc je vais renoncer à cette relation irréversible parce que je vais me foutre en l'air. C'est trop dangereux. Soit, alors ça c'est votre cas, parce que vous n'êtes pas marié, vous voyez, donc vous pouvez dire cette situation est irréversible, mais il faut que je vais en sortir, tant pis, je vais renoncer et je vais détruire cette relation. Donc en ne la voyant plus, en ne parlant plus, en déménageant et en oubliant. Parce que là, dans ces cas-là, ce qui est très agréable quand même, c'est que le bon Dieu nous a donné une mémoire qui efface les mauvaises choses. Et donc, si vous voulez, le temps est de notre côté. Il suffit d'attendre. La seule manière de consoler quelqu'un qui est passé dans cette irréversibilité, mais qui est en train de détruire ce lien irréversible, c'est d'attendre. Et puis petit à petit, la vie reprend ses droits. Soit on décide de rompre pour soi, soit on décide de rompre pour les autres. Par exemple, on est marié. Vous voyez, on est marié, et puis avec sa secrétaire, c'est quand même bien passé, on est très amis, on a avec une belle amitié, puis tout d'un coup, c'est devenu irréversible. Et là, je me rends compte que c'est irréversible. Jusque-là, je croyais que c'était qu'une amitié. Puis tout d'un coup, je me découvre un peu, parce que je me suis menti, que c'était irréversible. Alors là, par amour pour mes enfants, par amour pour ma femme, je vais détruire la relation. Et c'est altruiste. J'ai cette liberté-là de détruire l'irréversibilité. C'est douloureux, c'est difficile, mais c'est possible. Encore une fois, vous voyez, c'est la distinction entre avoir des sentiments pour quelqu'un et vouloir aimer la personne. C'est-à-dire que je peux très bien, c'est ça qui est incroyable, c'est que je peux très bien être dans l'irréversibilité de l'amour, de la passion amoureuse, et en même temps dire non, je veux pas. Je la veux pas. Et la réversibilité vers l'amitié, du coup, existe ? Ah bah là, ça va être compliqué là quand même. Si j'ai été dans une relation irréversible et qu'ensuite je veux retrouver une amitié avec elle, ça existe. Je pense qu'il y a des engouements qui redeviennent des amitiés. Il y a des aventures érotiques qui se redeviennent des amitiés. Parce que les gens ne se sont pas engagés en fait. Jamais. Les deux parties ne se sont jamais engagées. Donc ils savaient qu'ils étaient en train de jouer. Donc à ce moment-là, oui, ils peuvent redevenir amis. Mais ce qui est vrai, c'est que rien que l'érotisation, parce que l'érotisation, ça a tendance à vouloir fusionner les gens quand même. C'est le principe. L'érotisation, ça casse un peu les amitiés, quoi. Ça, il y a des gens qui disent moi je t'aime beaucoup, j'aime bien l'amitié qu'on a, donc je préférerais que ça reste comme ça, si c'est possible. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voyez, on n'est pas dans la phase d'irréversibilité là. On est dans la phase d'engouement, c'est-à-dire que l'autre a vraiment un engouement pour moi, et je vais lui dire non. Il va réfréner, et avec le temps, petit à petit, il va redevenir à des désirs plus normaux envers moi, et ce ne sera pas irréversible, et on pourra redevenir amis. L'irréversibilité, c'est ce que j'ai désigné, c'est-à-dire la renaissance. Vous voyez tout ça, je refais mon histoire, c'est pour toujours. Enfin, c'est intense ce que je décris, c'est très très intense. Même une fois là, c'est. Est-ce qu'il y a des questions ? Avec tous les points que vous avez donnés là, ouais. Un amour homosexuel pourrait être véritable ? Oui. Ah oui, je pense en effet que c'est tout à fait le cas. Je pense qu'un amour homosexuel, spirituellement, est véritable. C'est justement le problème. C'est que il y a un désir de fécondité, il y a un désir d'union dans le corps qui a du mal à se réaliser. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, si vous voulez, qui loupe son but. C'est-à-dire, je voudrais avoir une relation amoureuse avec cette personne qui débouche sur un projet de vie, et aussi sur une fécondité, sur des enfants, qui débouche aussi sur une union, communion charnelle. Mais on ne peut pas, quoi. On a du plaisir ensemble,
mais on n'a pas cette communion que vivent deux personnes de sexes différents, parce que les sexes sont faits pour ça. Oui, par exemple. Donc un amour sans but de procréation, ça peut pas être un amour véritable. Les gens qui veulent pas d'enfants. Oui. C'est un amour, si c'est un amour véritable. Vous avez les maritains, vous voyez, j'essaie de vous répondre honnêtement. Hein. C'est un amour véritable. Vous avez les maritains qui eux, ont refusé de coucher ensemble, qui ont vécu chastement et qui ont voulu avoir d'abord une fécondité spirituelle ensemble, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'un amour, j'aurais dû faire cette distinction en effet, un amour qui n'est pas fécond est un amour qui a tendance à se détruire. Au fond, j'aurais dû faire cette distinction. Il peut y avoir un égoïsme tout seul, comme il peut y avoir un égoïsme à deux. C'est-à-dire que c'est un faux amour au sens où c'est un amour qui crée de l'égoïsme. Cet amour-là, évidemment, il se détruit, parce qu'il est fondé sur l'égoïsme. Donc pour que l'amour puisse vivre, au fond, il faut qu'il soit de l'amour. Et donc nécessairement, l'amour, il veut être fécond. On voit ça dans les couples stériles qui n'ont pas d'enfants, ils cherchent une fécondité ailleurs. Et quand ils ne la trouvent pas, ben c'est dur. Ils ont du mal à faire fructifier cet amour. En fait, c'est un peu comme vous voyez. Vous avez une vie, vous pouvez vivre sans métier, sans travailler, sans porter du fruit. Mais quand vous portez du fruit, vous vivez plus. Un amour qui ne porte pas de fruit, c'est un amour qui a l'impression de ne pas vivre. Pourtant, il est là, mais il ne s'épanouit pas. Donc, c'est un amour véritable, mais c'est un amour qui est amputé de sa dimension de communication. Quand on aime, on cherche à communiquer.